Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine. Je vous propose de découvrir en images le sommaire de cette émission. Nous allons revenir sur l'intervention du président de la République hier soir sur France 2. Assez nouvelle sur la forme, mais était-elle aussi novatrice sur le fond? Nous allons en parler avec nos invités. Comme nous parlerons des mesures gouvernementales concernant les migrants et des consignes du ministre de l'Intérieur pour aller contrôler les migrants hébergés dans les hôtels sociaux. Demande qui provoque un certain nombre de réactions et de critiques. Nous parlerons aussi de la République En Marche à l'occasion de la publication dans le Figaro de ce matin d'un sondage où on voit le parti du président de la République écraser tout le reste du paysage politique français. Tout cela est-il crédible, réaliste? Nous en parlerons. Et enfin, nous parlerons de la vignette. Est-ce son grand retour? L'État, comme d'habitude, a besoin d'argent, notamment pour entretenir les routes. Et voilà qu'on va revenir cette petite musique d'une taxe sur les automobiles qui permettrait d'entretenir le réseau routier. Nous allons parler de ces 4 sujets avec les invités qui ont bien voulu nous rejoindre. Bonsoir François Sureau. Bonsoir. Vous êtes écrivain, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Votre dernier livre, Pour la liberté, répondre au terrorisme par la raison, a été publié il y a quelques mois maintenant aux éditions Talendier. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes aussi président de l'association des anciens élèves de cet établissement d'ailleurs. Et votre livre « Cette France de gauche qui vote FN » a été publié au Seuil cette année aussi. Bonsoir Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, éditorialiste presque quotidien et animateur du talk, en tout cas on vous a retrouvé ce matin dans les colonnes du Figaro, et animateur du talk entre autres et intervenant régulier aussi sur RTL dans l'émission On refait le monde, comme Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint, mais lui, du Figaro Magazine, également historien et auteur du livre 1917, l'année qui a changé le monde, qui a été publié en fin d'année dernière aux éditions Perrin. Parlons d'Emmanuel Macron, de l'intervention du président de la République. C'était hier soir sur France 2. Macron, roi en son palais, avons-nous titré cette partie du débat. D'abord, un mot sur le style présidentiel et sur cet usage, assez inhabituel, il faut bien le dire, de la troisième personne du singulier pour parler de lui. Regardez. En décidant au mois de mai dernier d'élire un président de 39 ans qui n'avait aucun parti, que personne ne connaissait et qui sortait de nulle part, ce qui est le choix que notre pays a fait. C'est dit la haine qu'il a pour votre serviteur. Bon, je la lui laisse, qu'il vive avec, ça fera son quotidien. Les gens qui s'opposent pour ou insulter ou décréter n'ont aucun intérêt. Enfin, c'est le commentaire politique, mais ça n'intéresse pas le président de la République. Alors, ce n'est qu'un petit extrait. Le président de la République faisait allusion à Laurent Wauquiez, à ses propos assez critiques. Plus globalement, Pascal Perrineau, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention? On a dit qu'elle était originale parce que le président se déplaçait d'un bureau à l'autre, dans l'escalier, puis dans le hall de l'Élysée. Mais sur le fond, est-ce que vous y avez appris des choses? Non, sur le fond, c'était une mise en musique de multiples réformes, mesures qui ont été prises dans les mois précédents, et il les a mises en musique, il les a mis... C'est une vieille démarche chez Emmanuel Macron. Il disait, au fond, le gros problème des présidents précédents, c'est l'absence de mise en sens. Et là, hier soir, il y avait une volonté de mettre tout ça en perspective, en restant à un niveau de généralité, en effet, extrêmement élevé. Mais, si vous voulez, l'itinérance de l'interview ne se prêtait pas, en effet, à aller au fond. Il y avait très peu d'effets d'annonce, à part 1 ou 2 mesures, même une, il n'y a pas eu d'effet d'annonce, ce qui a pu décevoir. Mais moi, j'ai été surpris par une relative simplicité du ton, un côté direct dans l'échange qui venait un peu contrarier le côté très jupitérien que Emmanuel Macron avait voulu donner jusqu'alors à l'exercice de la fonction présidentielle. Donc vous trouvez que l'extrait qu'on a publié, enfin qu'on a donné avec un peu de malice sur le président parlant de la troisième personne du singulier n'était pas représentatif? Non, n'est pas représentatif de l'ensemble. Il y avait une certaine familiarité, ne serait-ce que dans les échanges pas simplement verbaux, mais quasi corporels, entre Laurent Delahousse et le président de la République. Il n'était pas trop mis en danger non plus par les questions qui lui étaient posées. Bien sûr, il n'y avait pas de mise en danger, mais la forme même de l'interview ne se prêtait pas à cela.
Il y avait plutôt, en effet, une volonté de remettre en perspective et de remettre en sens et de lutter contre un élément qui commençait à apparaître tout de même dans les enquêtes d'opinion, c'est l'aspect autoritaire du président de la République. Emmanuel Macron dit qu'il est au-dessus, en effet, de toutes ces enquêtes d'opinion, mais quand vous regardez les enquêtes d'opinion, j'allais dire, pour le président, ça baigne, comme disent les jeunes. Ça baigne, mais sauf sur 2 points. L'autoritarisme et l'absence de proximité avec les gens. Et j'ai remarqué qu'hier, sur ces 2 terrains, il y avait une volonté d'aller un peu à contre-courant, à la fois de l'autoritarisme et de l'absence de proximité que l'on prête à Emmanuel Macron. François Sureau, est-ce que vous avez été vous aussi séduit par cette proximité ? Ça, je n'ai pas la télé, alors je n'ai pas regardé la télévision. Mais ça vous allez parler pas... d'une émission que vous n'avez pas vue. Ça ne vous gêne pas? Non, je fais comme vous tous. C'est notre métier commun. Bon. Non, mais je vais quand même dire quelque chose, parce que je suis quand même allé voir des extraits, j'ai quand même vu un peu à quoi ça ressemblait. Il y a quand même 2-3... On peut dire, sans être indiscret, que vous connaissez assez bien le président de la République. Oui, enfin, nous sommes plusieurs dans ce cas-là, j'imagine. Non, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est que d'abord, c'est le côté pascalien de l'interview. Le monde macronien est un monde dans lequel le centre est partout et la circonférence nulle part. D'où cette circulation absolument permanente à l'intérieur des lieux, montrant que comme un fluide, le président de la République s'infiltre partout. Le deuxième élément, qui, à mon avis, appartient au registre télévisuel d'une chose que j'adore, peut-être vous aussi, qui sont les séries télévisées, c'est Netflix, c'est West Wing. Vous avez remarqué que les gens ne s'arrêtent jamais dans un bureau pour discuter de choses essentielles, mais au contraire, parcourent la totalité de l'espace dans l'espoir que cette marche, de manière assez kantienne, les rendra plus intelligents. Par voie de conséquence, rendra également le spectateur. Il bien la télé, quand même. Donc, mais je suis abonné, je ne sais pas si on peut donner ces trucs-là, je suis abonné à des chaînes spécifiques, vous voyez, dans lesquelles on peut voir les... Figaro Live. Voilà, dont on peut voir les images. Et la chaîne Histoire. Donc, le deuxième élément, c'est ça, et ça me paraît très révélateur de cette espèce d'idée moderne selon laquelle le pouvoir n'est pas dans un grand bureau avec des gars qui ont des têtes de sous-préfets dramatiques, mais au contraire, circule dans le cadre d'une conversation bilatérale. C'est le pouvoir comme conversation. Et enfin, en troisième lieu, je l'avoue, Macron, là-dessus, c'est la réincarnation du roi Babar. Alors, il faut peut-être l'expliquer un peu. Je tiens personnellement que le roi Babar est la figure secrète de la vie politique française, l'archétype absolu, la personne cachée d'un roi à la fois présent et absent, choisi par le peuple et distinct de lui, et qui, en réalité, est un roi absolument central, puisque, à la fois, il met en œuvre une société parfaite, tout en étant raisonnablement absent, et surtout, à partir d'un élément très présent dans l'interview, qui est l'élément moral. Vous vous souvenez qu'à la fin du songe de Babar, l'idée centrale, c'est que l'exercice de l'action publique consiste à conjurer les passions mauvaises du peuple. La tristesse, la haine, le dégoût, la paresse, etc. Une très large part de l'exercice politique macronien consiste moins à prendre des décisions, il en prend par ailleurs, mais à tenter par la parole de conjurer comme Babar dans son rêve les passions mauvaises du peuple. Et c'est la raison pour laquelle cette circulation à l'intérieur du palais de Célesteville m'est apparue absolument symbolique. Jean-Christophe Buisson, vous qui n'avez pas d'hostilité de principe à l'égard de l'idée monarchique, est-ce que cette comparaison vous a convenu? Je suis entièrement d'accord avec ce que dit François, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de remonter aux années Brunoff et à Babar. Il faut remonter à ce qui est l'essence de la Ve République, qui est une constitution totalement monarchique. On sait très bien le rôle qu'a joué un petit peu Pierre Boutan, qui était monarchique, avec Michel Debré pour faire cette constitution, considérant que les Français, finalement, avaient un vieux fond monarchique. Et Dieu sait si Emmanuel Macron l'a répété à de nombreuses reprises, qu'il avait le sentiment que les Français n'avaient pas tout à fait fait le deuil d'avoir coupé la tête de Louis XVI, et que finalement le régime monarchique correspondait peu ou prou au peuple français. Donc Emmanuel Macron, il intègre cette notion, il la modernise avec l'idée que cette incarnation du monarque républicain a été mal faite, et sous Nicolas Sarkozy, et surtout sous François Hollande, qui était en dessous de tout, et qui reprend à son compte toute la symbolique monarchique qu'il a faite notamment le jour de son investiture, ou le jour de son élection. Et en même temps, et François Sureau a 1000 fois raison, il intègre quelque chose d'ultra-moderne, qui est la communication par l'image, et notamment par la série télévisée ou le cinéma. La façon dont il était filmé hier relevait effectivement du cinéma ou de la série télé, c'est-à-dire avec des plans incroyables, des plans de coupe totalement très audacieux, surtout pour la télé publique. Donc ça, il fait ces deux choses-là, à mon avis, quelque chose qui correspond vraiment à un vieux fond français dans l'ADN et qui est absolument non dit, et quelque chose de très contemporain qui est
qui est le rôle de l'image, la stratégie de la communication par l'image. Ce qu'il y a de central dans la babaritude philosophique, enfin philosophie politique, c'est que, en réalité, cette idée, c'est que la République ne parvient pas par son seul principe, liberté, égalité, fraternité, à assurer l'égalité entre les personnes. Mais qu'en revanche, la condensation de l'espace politique dans la personne du roi Babar arrive à rendre les Français frères entre eux. Et c'est exactement l'exercice à quoi nous sommes en train d'assister. Mais pardon, pour finir, ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est qu'on a parlé beaucoup de forme, effectivement, sur le fond, il n'y avait strictement rien. C'est-à-dire, à part annoncer qu'on avait gagné la guerre contre l'État islamique, enfin en l'occurrence plutôt les Russes et Bachar al-Assad que nous, et que effectivement on allait mettre des éoliennes en quantité, et que Nicolas Hulot était un homme inquiet. Pour le reste, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'informations de fond. Est-ce que vous partagez cette frustration? Est-ce que vous l'auriez interrogé comme ça, vous, le président de la République? Ou est-ce que vous auriez été plus offensif? Non, j'ai souvent tendance à être un peu trop offensif, mais j'aurais plusieurs remarques à faire, moi. D'abord, je ne sais pas si c'est le président de la République qui était interviewé ou si c'était Laurent Delahousse. Parfois, je me posais la question de savoir qui était l'intervieweur et qui était l'interviewé. Il y avait une mise en scène du journaliste comme on a rarement eu, quand même. Au même niveau que son interlocuteur. Et habillé de la même façon. Deuxième chose, je me pose la question, bon, moi j'ai la prétention d'être au fait un peu des dossiers, je suis ça tous les jours, mais le fait de marcher, d'être dans une espèce de séquence des journées du patrimoine, vous savez, où vous vous baladez dans un palais, le fait de marcher, est-ce que vous ne regardez pas plus l'image que vous n'écoutez le fond? Et à mon avis, il y a énormément de Français, parce que nous, évidemment, on vit dedans, on est tout le temps là, savoir est-ce qu'il va faire une annonce, qu'est-ce qu'il va dire et tout ça. Je pense qu'il y a énormément de Français qui ont plus regardé le décor, la réalisation. Au moment où vous avez des clairs-obscurs, vous avez des flous, vous avez la pendule. C'est beau d'ailleurs. C'est très joli, mais vous oubliez complètement ce que le président de la République peut dire. C'est peut-être le but recherché, Pascal Perello. Mais ça, c'est montrer une ambiance plus qu'un discours. Mais oui, mais c'est une ambiance. Et d'ailleurs, je dois dire, pour bien le connaître, que Laurent Delahousse est très fort pour ça, pour créer des ambiances qui sont... Troisième chose, et j'ai bien aimé la chronique de Guillaume Tabar, notre ami Guillaume Tabar dans le Figaro ce matin. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai regardé, j'ai tout de suite pensé à Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing avait essayé d'innover en nous présentant son épouse lors des vœux, je ne sais plus en quelle année c'était, ça devait être en 75. Et là, c'est encore une innovation. Enfin, c'est une innovation. Il y a beaucoup de choses en commun entre Macron et Giscard d'Estaing. Et c'est une innovation. Est-ce que cette innovation ne va pas être ressentie par beaucoup de Français comme quelque chose de pompeux, de décalé, complètement décalé et d'inapproprié à l'exercice politique? Je m'entends. Ce que veulent les Français, et il l'a dit d'ailleurs, c'est pas les commentaires de Laurent Wauquiez dont ils n'ont rien à faire, c'est de l'efficacité et des résultats. Et c'est pas des mises en scène telles que... je dirais que ce qu'a fait hier Macron, c'est tout l'inverse de l'objectif de ses discours. Ces discours, c'est de dire, vous voulez des résultats, vous voulez une forme épurée de l'exercice du pouvoir, et il a montré tout le contraire hier. Alors, donc je suis très dubitatif. Très dubitatif. Il y a quelqu'un, vous allez réagir là-dessus, oui. Il y a quelqu'un qui dit un petit peu la même chose que vous, cher Yves Tréhard, c'est l'ancienne garde des Sceaux et maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. C'était ce matin sur France Info. Écoutez. C'était la journée du patrimoine hier pour l'Élysée, donc non mais c'était sympathique. C'est bien, il parle de lui, il parle de sa vision des choses. Moi j'ai trouvé que c'était plus une expression philosophique, je veux pas dire intellectuelle. Pourquoi pas, d'accord, pourquoi pas. Mais quand on est président de la République et qu'on a un chômage de masse extrêmement important, quand il y a des inégalités, regardez le rapport qui vient de sortir il y a quelques jours, en disant que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes dans notre pays, il y a peut-être des urgences qui sont beaucoup plus importantes que simplement sa petite personne. Bien sûr. Ah. Pascal Perello, est-ce qu'il était décalé par rapport aux attentes des Français? Écoutez, la question du chômage qu'évoque Rachida Dati, il l'a évoquée. Il l'a évoqué en disant en effet qu'il y avait là un des enjeux les plus décisifs sur lesquels on ne pouvait pas se prononcer en ce moment, qu'il fallait juger le chômage sur 2 ans. Et que dans 2 ans, en effet, on pourrait se prononcer sur le chômage. Reprenant d'ailleurs un élément qui était un élément qu'on a retourné, comme même s'il a été plus prudent, vis-à-vis de François Hollande. François Hollande qui prenait sans cesse des engagements. Là, l'engagement est plus flou. Cependant, il a dit aux Français hier, on peut s'attendre à des résultats de ma politique, de la politique que j'ai mise en place, à l'horizon de 2 ans. Donc Rachida Dati est un peu sévère sur ce point. Ça lui arrive.
Oui, oui, ça lui arrive, et pas simplement avec Emmanuel Macron, mais avec les siens également. Donc, je dirais, ce qui était intéressant hier aussi, c'est que dans le macronisme, il y a en effet des éléments de modernité évidente, et puis il y a des éléments presque de retour aux origines, de la Ve République. Il y a des éléments où il a installé et réinstallé l'éloignement du pouvoir, qui était un des éléments de stratégie qu'avait adopté en effet François Mitterrand quand il découvre la fonction présidentielle. Et en cela, il était hier à la fois dans son rôle de président distant, mais il invitait, au travers en effet de ces très belles images, il invitait le peuple français, j'allais dire, à mettre l'œil au trou de la serrure de l'Élysée et à rentrer au cœur du palais présidentiel. Je trouve ça pas mal habile. Alors ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cet exercice du pouvoir lui réussit plutôt bien. Regardez, parce que comme on les donne toujours l'un après l'autre, la tendance de la courbe d'opinion et de popularité du président de la République depuis son arrivée à l'Élysée, il y a eu des débuts difficiles, mais depuis septembre, il se passe vraiment quelque chose. Il a quand même gagné 10 points en 2 mois, ce qui est quand même relativement conséquent. Je passe sous le contrôle du politologue Pascal Perrineau. En effet, ça ne s'est jamais vu auparavant, une telle reprise. Le début, c'est de plus en plus classique. Oui, c'est un classique. Oui, c'est en effet une lune de miel extrêmement éphémère, et puis ensuite la descente aux enfers avec presque aucune capacité à se rattraper dans cette descente aux enfers. Là, on voit comment, assez rapidement, à partir du mois d'octobre, il reprend pied. Il reprend pied, mais c'est extrêmement intéressant de voir ce qui s'est passé. Il y a eu dans le macronisme électoral 2 moments. Il y a d'abord le moment électoral où il sème le désordre à gauche de manière extraordinaire et où le macronisme s'est et de gauche et du centre. Mais ce n'est pas et de gauche et de droite. Mais ensuite, une fois qu'il est au pouvoir, et ça se continue aujourd'hui avec toutes les mesures qu'il a prises sur le terrain économique et social et qu'il s'apprête à prendre sur le terrain régalien, il s'est attaqué à la droite. Et il sème un désordre dans l'électorat de droite gigantesque. Et parce que cette remontée, c'est l'électorat de droite. Bien sûr, on l'a bien vu. Valentin Pilat du Figaro.fr nous a rejoint. Bonsoir Valentin. Bonsoir Guillaume. Cette émission est aussi interactive que possible. Et vous êtes penché sur les réactions des internautes à l'intervention présidentielle ou presque royale d'hier soir. Royal, c'est le mot. Monarque, roi, souverain. Bref, j'ai vraiment tout vu hier sur Twitter, notamment ce tweet illustré. Voilà comment on pouvait qualifier l'entrée en scène d'Emmanuel Macron hier sur Twitter par ce tweet de Manu, comme on peut voir là à l'écran. Mais au final, que retiennent nos internautes ? Eh bien, pas grand-chose. Avec ce commentaire de cet internaute, pas grand-chose en dehors de « je suis le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, je suis le plus grand expert en autocirage de pompe ». Vraiment, les commentaires y allaient à fond. On a également cet autre commentaire. On avait eu « moi, je », maintenant on a « moi, je », vaste progrès, renchérit cet internaute. Plus pragmatique, on a Gabi. Macron est plus attiré par le destin de la France et sa propre gloire que par le bien-être des Français. Nous n'avons plus rien à attendre de notre Louis XIV. Enfin, France 2 est également pointé du doigt pour un entretien qualifié de trop complaisant. Sur la forme, Yves, vous le disiez tout à l'heure, notamment sur ce décor où on les voit en mouvement constamment, très critiqué sur la forme. Et la presse anglo-saxonne n'en a pas manqué une pour critiquer cette interview, comme ce journaliste de Reuters. Son tweet a été l'un des plus retweetés de la soirée, plus de 3000 fois, où il tweet avec ironie une des questions les plus percutantes de cette interview. « Voici l'arbre de Noël dans la cour. C'est la fin de l'année. Que voulez-vous dire aux Français ? N'ayez pas peur ». Il faisait référence à ces révolutions économiques dont parlait Laurent Delahousse. Voilà, je terminerai avec ce commentaire qui résume plus ou moins la tonalité qu'il y avait sur les réseaux hier, celui de Georges. Toujours de la com, attirant l'attention du téléspectateur sur le nouveau style d'interview et non sur le contenu. François Sureau, un mot de commentaire ? Oui, juste un mot, je n'étais pas du tout d'accord avec ce que disait Yves tout à l'heure. Je pense qu'au contraire, il fait là exactement ce qu'il fait depuis le début. Mais de manière répétitive, le discours au Congrès est également vide de toute mesure pratique. En fait, je pense, pour l'observer... Oui. Enfin, j'ai oublié de l'ajouter d'ailleurs. D'accord. Alors, depuis qu'il est président, il fait exactement ça. Oui, ça c'est vrai. On a l'impression que pour lui, le lieu présidentiel, et en ce sens c'est un lieu monarchique, si je puis dire, que le lieu présidentiel, c'est le lieu de la synthèse nationale. Et ce lieu de la synthèse nationale, il est à la fois personnel, politique, moral, esthétique, passionnel, et c'est le lieu de la synthèse nationale. Pour le reste, il nomme un Premier ministre, il actionne une majorité, et il y a des ministres qui prennent des mesures techniques, dont le cas échéant, il se prévaut, mais avec une certaine distance. Je pense que le président Hollande aurait fait ce que Macron a fait en matière de droit du travail, on en aurait
a eu les oreilles absolument gonflées. Alors que là, ça n'est pas le cas du tout. Il est clair que pour lui, la parole élyséenne, l'action élyséenne, c'est avant tout l'action de réalisation de cette espèce de synthèse nationale invisible, quitte à laisser d'autres poursuivre des politiques en apparence d'ailleurs assez distinctes, comme celle de Colomb, qui ne correspond pas du tout à ce qu'il disait pendant sa campagne, et d'autres du même type. Voilà, je crois que c'est autoritas et potestas en même temps, incarnés par la même figure royale. Moi, je serais lui, j'irais même fêter mon anniversaire à Chambord pendant que j'y suis. Parce que, oui, pourquoi pas. Ça serait dans l'esprit. Oui. Vous parliez à l'instant de l'action du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Peut-être faisiez-vous allusion à ces récentes initiatives concernant les demandeurs d'asile. C'est aujourd'hui la Journée internationale des migrants. Et on parle beaucoup d'une demande faite il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur, avec la constitution d'équipes mobiles des préfectures pour aller contrôler les migrants dans les hôtels sociaux, et notamment ceux qui sont en situation irrégulière et qui ne sont pas susceptibles de profiter du droit d'asile. Il y a eu des critiques là-dessus, notamment celle du défenseur des droits, mais le ministre de l'Intérieur assume sa position. Écoutez-le, c'était ce matin chez nos confrères d'RTL. Nous avons 95 000 demandes d'asile par an, ça veut dire une grande ville chaque année. Si évidemment nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas accueillir dans de bonnes conditions. Dans les hôtels, j'ai ici des personnes qui sont là depuis 15 ans, qu'on n'a jamais sorti de cette situation. Celles et ceux qui vont aller dans ces centres vont effectivement placer de manière à ce que ces gens puissent soit s'insérer dans notre société, s'ils y ont droit, soit effectivement être éloignés. François Sureau, vous êtes comme avocat engagé dans l'aide aux demandeurs d'asile. Comment est-ce que vous réagissez face à ces propos ? Eh bien, je réagis de manière nuancée, parce qu'avant tout, je suis, comme beaucoup d'autres dans mon cas, un fervent défenseur de l'asile, et que tout fervent défenseur de l'asile, malgré ce qu'un assez grand nombre d'associations peuvent en dire, ont pu constater que pour des raisons historiques, notamment la fermeture des frontières à l'immigration normale non asilaire, que l'asile avait été très largement détourné de son objet initial. Et je pense qu'il est honnête pour tout défenseur de l'asile, attaché à une défense dans mon cas fanatique de ce droit, de ne pas se voiler la face à la réalité. Et c'est la raison pour laquelle je vois ce qui est en train de se passer avec une certaine tristesse, puisqu'en réalité, le débat asilaire est en train d'être complètement capté par l'opposition des deux forces qui sont incapables de le résoudre, un assez grand nombre d'associations qui, en réalité, présentent, et je peux très bien le comprendre sur le plan humain par ailleurs, une option de type immigrationniste, selon laquelle tout le monde a vocation à s'établir partout, l'accueil inconditionnel. Sans frontiérisme. Sans frontiérisme. Mais je peux très bien le comprendre, hein, sur le plan philosophique, c'est une option qui serait plutôt la mienne d'ailleurs. Mais en tout cas, en politique, je comprends très bien qu'elle puisse être tenue, mais elle ne me paraît pas susceptible d'aboutir à un règlement efficace du problème. Et de l'autre, cette idée absolument classique en France, qu'en réalité, l'asile n'est qu'une variable de la politique de l'immigration et le domaine administratif du ministre de l'Intérieur, par ailleurs chargé de la police des étrangers. Ce qui fait que, alors que je pense qu'il n'y aura pas de droit d'asile sans reconduite, pas de droit d'asile sans réduction des délais, le simple fait de confier cette réforme et sa gestion et sa mise en œuvre au ministre de la Police est de nature à priver cette action de toute légitimité. C'est pour ça que ma position depuis le début, mais elle est partagée par quelques-uns, mais elle n'est pas largement pas majoritaire, c'est que je pense que cette politique, qui a de bons et de mauvais aspects, gagnerait à être mise en œuvre par une autorité réellement indépendante dont l'attachement au droit de l'asile ne serait pas incontestable. Ce qui n'est par ailleurs pas le cas du ministre de l'Intérieur, puisque d'une certaine manière, vous savez que les gens qui plaident sur ces affaires sont absolument habitués. Moi, je trouve ça assez normal qu'on renvoie des gens qui ont demandé l'asile et qui ne satisfont pas aux critères de l'asile. Mais tout le travail des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur depuis une dizaine d'années consiste à empêcher les gens de même présenter une demande d'asile. Raison pour laquelle il y a tant d'annulations par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives. Et si vous voulez, c'est tout ce passif, cette impression de dédain de la grandeur du droit d'asile qui, à mon avis, rend le ministre de l'Intérieur inaudible lorsqu'il dit des choses qui, sur un certain nombre de sujets, sont fondées. Je vous prends un exemple très simple, c'est le problème des Dublin 2, qui s'appelle maintenant des Dublin 3. Vous avez en France, dans les foyers, j'en ai vu plein, hein, des gens qui ont été, d'une certaine manière, qui ont fait une demande d'asile en Allemagne. La demande d'asile a été rejetée par l'Allemagne, pays sérieux, qui, contrairement à la Grèce, examine sérieusement les demandes d'asile, et qui viennent ensuite tenter leur chance. Il est assez clair. Hélas, et c'est toujours très difficile quand on s'occupe d'asile de parler de ça de manière générale, sans considération des situations humaines, mais il est assez clair qu'ils doivent rentrer en Allemagne, où l'Allemagne doit se charger de la reconduite. Et il est tout à fait inacceptable qu'ils viennent ici
obérer un budget de l'accueil de l'asile et du traitement des demandes d'asile et de l'insertion des réfugiés qui est déjà en grand péril. Voilà. C'est la raison pour laquelle, dans cette affaire, rien ne me satisfait. Mais voilà. pardon, mais la structure dont vous parlez, quels seraient ses moyens techniques et financiers pour mener à bien ces investigations? Il n'y a que la police qui peut avoir ces moyens-là. Attendez. Quelle structure peut avoir des moyens de faire ça? Je crois qu'on parle de plusieurs choses différentes. Ce qui me paraît absolument central, c'est que, d'une certaine manière, pourquoi est-ce que le problème se pose à l'heure actuelle? Le problème se pose parce que les délais, la complexité des délais, l'engorgement dans la région parisienne en particulier, rend très très difficile les mécanismes de raccourcissement, d'examen, de contrôle et de renvoi. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, la seule bonne solution, c'est d'une certaine manière de régionaliser l'Office français de protection et apatrides, de procéder, comme font les Allemands d'ailleurs, à des répartitions géographiques qui seraient des sortes d'assignation à résidence dans les régions, de conditionner le versement des aides à l'apprentissage du français et à la résidence effective, de régionaliser également la Cour nationale du droit d'asile et, en conséquence, d'avoir un système régionalisé efficace permettant de désengorger les centres, de contrôler les allocations. Tant que tout ça n'est pas fait, c'est cautère sur jambe de bois. Et pas plus aujourd'hui que demain, M. Collomb n'arrivera à rentrer dans les associations et à vérifier quoi que ce soit, et tout le monde le sait. Ce que je critique là-dedans, c'est une politique qui, paradoxalement, est trop molle pour ce qu'elle a de dur. Voilà. Il y a dans ce dossier, évidemment, une dimension juridique, on vient d'en parler, il y a aussi une dimension politique. Les internautes du Figaro, ce n'est évidemment pas un sondage à qui on a posé la question. Certes, elle est un peu générale et probablement un peu abstraite. Êtes-vous favorable à un durcissement de la politique d'immigration? On a 90% de réponses favorables. Yves Tréhard, le gouvernement là-dessus, est-ce que, comme nous dit Hugo, il fait une politique de droite pour affaiblir Wauquiez? Bon, je pense que Wauquiez, c'est pas trop le souci du gouvernement, même s'il regarde un petit peu de loin. On a vu la réponse hier du président de la République, qui était d'ailleurs cinglante, et j'ai jamais vu, je crois, une réponse aussi bien imaginée d'ailleurs, parce que ça correspond assez bien à la réalité. C'est l'extrait qu'on a donné d'ailleurs, oui. Oui, j'ai trouvé qu'il fallait quand même avoir pas mal d'imagination, et là, vous restez quoi et c'est assez drôle de voir la droite réagir aujourd'hui, alors que quand on a lu la tribune qu'a écrit M. Wauquiez, qui est quasiment indigne sur le président de la République fin octobre, j'ai envie de dire que la balle au centre, il y a un partout, quoi. Bon, pour ce qui est de la politique, je crois qu'il fallait pas trop forcer Gérard Collomb pour qu'il conduise cette politique-là. Gérard Collomb est un homme qui, sur ce plan-là, si vous voulez, est de la même école que Valls, de la même école que Cazeneuve, et c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de sujets régaliens, d'Hortefeux, sauf que Hortefeux, il ne fait pas, il n'a pas fait. Lui, on peut imaginer qu'il va faire, parce qu'évidemment, ils veulent encore flatter un électorat de droite dont ils ont largement besoin, dont Pascal parlait tout à l'heure, pour essayer d'enfoncer un peu plus des coins dans le front de droite. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il a bien sûr raison. Alors François parle en juriste et en grand connaisseur de la cause asilaire, mais je crois que si on va au-delà, qu'est-ce qu'il faut se dire là-dessus? C'est que, aucun gouvernement n'a réussi à mettre sur pied une politique face à l'immigration clandestine, qui est une politique qui tient debout. Pourquoi? Parce que ça met en œuvre tellement de facteurs, et il y a tellement d'acteurs qui sont partie prenante à la chose. Il y a d'abord les pays d'origine et les États, les gouvernements des pays d'origine qui n'en font qu'à leur tête et qui évidemment ne nous aident absolument pas dans ce domaine. Et il faut les payer pour qu'ils mais je sais bien. Il faut les payer, et on devrait peut-être conditionner l'aide au développement à certains pays au fait qu'ils exercent un contrôle un peu plus étroit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on peut parler de quotas et tout ça, ça ne veut rien dire du tout, tous ces trucs-là. L'immigration clandestine, elle se moque complètement des quotas, qu'elles soient économiques, asilaires, enfin tout ce que vous voulez. La troisième chose, c'est comment on renvoie tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile. On les renvoie pas. On les a jamais renvoyés. On a parlé, et ça avait fait les titres de la presse à l'époque, des charters Pasqua, mais on n'a jamais pu renvoyer tous ceux qui sont déboutés. Et il y a un moyen pour les renvoyer, un seul moyen qui existe, c'est de prendre les avions de transport de troupes de l'armée française et de faire marcher ces avions-là pour ramener chez eux les immigrés en question. Et pourquoi on ne le fait pas?
Mais parce que les pays de départ, évidemment, ne veulent pas accueillir et laisser atterrir. Ils ne délivrent pas le laissez-passer consulaire. Mais il est là le sujet, si vous voulez. Simplement, on n'a jamais réglé ce sujet, et à mon avis, c'est un sujet qui est largement explosif. Il y a quand même deux choses à dire là-dessus. C'est qu'il y a là-dedans un problème. Je voyais défiler sur les écrans les passages à Vintimille, par exemple. Un assez grand nombre de gens qui passent la frontière avec l'Italie. Frontière avec l'Italie sont des gens de Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry n'est pas que je sache dans une situation de péril politique ou guerrier qui justifie un afflux asilaire. Je voudrais insister quand même par souci d'honnêteté sur notre responsabilité. C'est-à-dire que voici près de 20 ou 30 ans que nous avons les liens les plus étroits avec des régimes africains tous plus infects les uns que les autres, dans lesquels on sait que les dirigeants se mettent qui la rente du cacao, qui la rente du bois dans les fouilles chez Lombardier, et pour le reste n'en font pas profiter leur peuple, et ensuite touchent, ce qui est absolument le cas de la Guinée-Conakry, du président jusqu'aux douaniers, leur dîme par rétrocession des passeurs pour envoyer les gens chez nous. C'est-à-dire que je comprends très bien ça pose de grandes difficultés, mais j'aurais une objection morale à être moins dur avec les dirigeants de ces pays ineptes qu'on ne l'est qu'avec les pauvres gens qui, après tout, viennent chercher chez nous une vie simplement décente, ce que vous et moi ferions à la place si on était dans la même situation. C'est-à-dire que ce qui me choque dans cette affaire, c'est ça. Ce qui me choque en deuxième lieu, et je crois qu'il faut le dire aussi, c'est un arrière-plan de xénophobie qui m'est apparu très très clairement quand j'ai regardé les dispositions de la loi de sortie de l'état d'urgence, notamment celle visant le contrôle administratif aux frontières. Celle qui a été votée il y a quelques semaines. Dont on sait très bien, quand on connaît les statistiques, qu'à 99%, elle débouche en réalité sur des poursuites pour infraction à la législation du séjour et non pas sur des poursuites pour terrorisme. Je vais être encore plus précis. Nous avons un gouvernement qui, en réalité, ne lutte pas en pratique contre la progression d'un islamisme radical, même non terroriste, dans nos banlieues, et qui, en même temps, laisse croire que tout ce qui peut se passer de mal vient de ces étrangers qu'il faudrait contenir à l'extérieur. Je comprends que ça soit son option tactique, cette option me paraît politiquement dangereuse et moralement blâmable. Pascal Perrineau, une réaction d'un internaute, Guillaume, avec 9% de chômage et un défi identitaire et sécuritaire, comment peut-on prôner un accueil inconditionnel, ce qui évidemment n'est pas le cas du gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'accueil inconditionnel. D'ailleurs, avec les présidents précédents, non plus. Il ne faut pas reconstruire le passé. Simplement, il y a en effet, dans l'opinion publique française, quand vous regardez, une demande qui aujourd'hui est majoritaire de rigueur, de durcissement sur le terrain de l'immigration et plus largement d'ailleurs sur le terrain de l'autorité. C'est clair et net. Et ça ne vient pas simplement de l'électorat de la droite, ça vient de l'électorat du centre et ça touche une partie tout à fait significative de l'électorat de gauche, dont le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs M. Gérard Collomb, est tout à fait représentatif. Mais il était maire de Lyon, socialiste. Mais il y a un risque à terme pour, je crois, Emmanuel Macron et les forces politiques qui le soutiennent. Parce que lorsque Emmanuel Macron est élu, lorsque La République En Marche connaît aux législatives de juin le succès que l'on sait, c'est sur, au fond, deux thèmes. Une gauche qui s'ouvre au libéralisme économique, donc des positions de libéralisme économique et social, et des positions de ce que l'on appelle le libéralisme culturel. Sa clientèle, quand vous regardez les attitudes des électeurs de La République En Marche, ce sont les électeurs qui, avec les électeurs écologistes, mais ce n'est plus grand-chose aujourd'hui, sont les électeurs les plus favorables à une attitude d'ouverture vis-à-vis des flux migratoires. Ce sont des gens qui sont sur des positions libertaires et non pas du tout autoritaires. Oui, bien sûr. Et là, il y a le risque pour Emmanuel Macron, s'il laissait complètement la bride sur le cou à son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de rentrer en contradiction avec une partie non négligeable de sa base électorale, qui n'est pas du tout sur les positions de Gérard Collomb. Donc il y a certainement, je veux dire, parce que pour l'instant on parle de quoi ? On parle de projet. Ce n'est pas le projet de loi tel qu'il sera. Et je crois qu'il y a, comme assez souvent depuis son élection en mai, Emmanuel Macron lance un ballon d'essai, il regarde comment ça réagit dans la société et ensuite il ajuste. Et je crois qu'il en sera de même sur ce dossier de la question migratoire. Je suis totalement d'accord avec ça parce que ce qui est très caractéristique, c'est que l'asile
un truc qui date des rois quand même. Il y avait une porte de l'asile à Notre-Dame de Paris, asile. C'est quoi le franc, hein? C'est franc de nom, franc de nature, c'est ça. Hein? Je veux dire, c'est le pays dans lequel on peut devenir libre. Donc l'asile évoque pour tous les Français, de droite comme de gauche, une notion quasi religieuse avant d'être républicaine qui va très au-delà du contrôle des flux migratoires par le ministre de l'Intérieur. Il y a donc là un enjeu symbolique très fort et je ne suis pas du tout sûr qu'ils finissent par arbitrer dans le sens du projet initial. Sans doute en partie, mais pas en totalité. Jean-Christophe Mais moi, paradoxalement, il me semble que c'est la fermeté du gouvernement actuel sur certains points qui permettra l'humanité qu'on souhaite tous autour de cette table. C'est-à-dire que c'est la fermeté avec les migrants économiques qui, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure avec la Guinée-Conakry, mais on pourrait parler de tous ces pays d'Afrique de l'Ouest qui ne fuient pas une misère de guerre, mais une misère purement économique. Et c'est parce qu'on a reçu trop de ces gens-là qu'on n'arrive pas à accueillir décemment ceux qui le méritent réellement et que leur dossier reste pendant 14, 18, 20 mois au lieu d'être traité en quelques mois et qui se retrouvent effectivement à la rue, dans des foyers sociaux. Donc je pense qu'une fermeté avec... c'est-à-dire que les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, doivent être vraiment respectées pour permettre à ceux qui ont effectivement un droit d'asile tout à fait légitime d'être traités avec l'humanité qu'ils méritent et dont la France s'honore. Il y a des révolutions culturelles à opérer dans ces pays d'Afrique de l'Ouest dont vous parlez, que je connais bien, parce que vous savez que dans une famille, il y en a toujours un dans la famille qui doit partir justement en France pour... et son départ... Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les expulser s'ils méritent d'être expulsés. Bien sûr, mais il faut aussi faire en sorte de changer leur culture là-bas pour qu'ils arrêtent d'envoyer chaque famille... C'est pas à nous de le faire. Sauf quand on a à se battre contre les Allemands, parce que là, on est quand même content qu'ils viennent. Parlons d'un sujet plus léger, sans doute, même s'il va peut-être inquiéter un certain nombre de responsables politiques. Dans un sondage IFOP publié ce matin dans le Figaro, on a posé cette question, certes un peu artificielle, mais qui permet d'avoir un petit peu l'état de l'opinion. Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pour quelle liste y aurait-il le plus de chances que vous votiez? J'espère que je ne fais pas de faute d'accord et non pas voquier. Pour que vous votassiez, merci maître. Et La République En Marche, alliée au Modem, on peut dire, écrase tout, 26% des voix. Derrière le Front National s'en sortirait à peu près avec 17%. Derrière la France Insoumise, les Républicains sont donc assez largement distancés avec 12% d'intention de vote. Quant au Parti Socialiste, il est carrément à 8%. Un mot de commentaire sur ce sondage par celui qui l'a effectué, Frédéric Tabi, le directeur général adjoint de l'IFOP. Le premier enseignement de cette première enquête européenne à 18 mois du scrutin, c'est qu'elle s'inscrit en continuité avec le ping-pong électoral qu'a connu le pays à la présidentielle et aux élections législatives. Ça montre les difficultés du Front National. Marine Le Pen perd 25% de ses électeurs présidentiels et des élections européennes de 2014 où elle était arrivée en tête. La France Insoumise peine à incarner une alternative à La République En Marche, même si elle est dominante à gauche par rapport au Parti Socialiste. Et puis on voit avec cette enquête les défis à relever pour le revoquer. L'enquête a été faite avant son élection. Il y a un problème très sérieux de rassemblement du peuple de droite qui, à un niveau très important, est séduit par la transformation promise par Emmanuel Macron et La République En Marche. Pascal Perrineau, le parti de Babar écrase tout. Oui, c'est à la dimension de Babar sur la scène électorale. En effet, il y a quelque chose qui est intéressant. Nous sommes loin, il faut être prudent d'abord. Nous sommes loin, 18 mois, nous sommes loin de l'échéance européenne et donc il y a une certaine artificialité à recenser aujourd'hui des intentions de vote. Mais ça donne une idée des équilibres politiques aujourd'hui. Et on voit très bien que le capital électoral d'Emmanuel Macron n'a pas maigri, il a grossi. Légèrement, mais il a grossi. Surtout si vous rajoutez les adjuvants centristes, vous apercevez en effet qu'il y a une position dominante. Mais enfin, regardez les listes eurosceptiques, europhobes, voilà, ça fait du 40%, c'est-à-dire qu'on reste sur un rapport de force électoral où il reste en France, vis-à-vis de la question européenne, un très fort scepticisme. On pourrait se mettre d'accord sur ce terme qui peut rassembler parfois plus que du scepticisme, de l'hostilité à la construction européenne telle qu'elle s'est développée. Deuxième leçon, ce qui est intéressant, c'est quand même l'effondrement de la droite. La droite, encore lorsqu'elle est battue
le capital électoral de François Fillon, c'est 20%. Là, il se retrouve à 12%. C'est la décrue en quelques mois la plus importante. Cela montre l'ampleur du travail de reconquête électorale que le nouveau patron des Républicains va avoir à opérer. Parce que du côté des autres forces, oui, il y a des érosions, mais ce ne sont pas des effondrements. Là, on a un môle qui s'effondre, c'est la droite, et on revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le travail de sa politique électorale de la droite depuis 6 mois a payé. Et ce sondage sur les intentions de vote le montre de manière évidente. Il y a toute une série d'électeurs de droite qui aujourd'hui se retrouveront sans aucun problème dans un vote pour une liste nationale La République En Marche. Ça sera tout l'électorat de la droite. Europhile. Un mot juste pour les tweetos qui nous suivent. Donnez votre avis, vous aussi. Est-ce que vous souhaitez une victoire de La République En Marche aux européennes? Exprimez-vous sur hashtag point de vue, hashtag Figaro Live. Yves Tréhard, je vous ai coupé la parole. Non, simplement, je pense que les élections à venir, mais on va voir, effectivement, c'est pas encore tout de suite, et de l'eau peut couler sous les ponts. On se souvient qu'en 2005... à 1 an et demi du référendum, je crois que le oui était donné gagnant à 60 ou 75%, donc il y a encore de la marge. Non, ce qui va être intéressant, c'est de voir combien cette échéance électorale risque, je dis bien risque, ça ne sera peut-être pas le cas, mais effectivement, de fracturer encore et de mettre en 1000 morceaux les Républicains. On le voit déjà là aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un discours qui est... D'ailleurs, je ne sais pas quel est le discours sur l'Europe qu'il faut entendre. Est-ce que c'est un discours un peu tiède qui nous dit « mais si, on est européen, mais c'est pas cette Europe-là de Wauquiez » ou est-ce que c'est un discours... Enfin, ça va être très compliqué. En fait, ça va être pareil pour le Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste et le parti de droite classique, ces deux partis se sont toujours fracassés sur la question européenne. Donc on peut redouter, pour eux, on peut redouter que l'échéance à venir, eh bien, elle soit redoutable, parce qu'ils sont déjà tellement faibles que ça risque encore de les affaiblir davantage. Jean-Christophe Buisson, allez-vous remonter le moral de la droite française, ou de ses dirigeants plutôt? Non, mais je trouve que ce sondage, effectivement, honnêtement, n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on ne sait pas qui sont les têtes de liste. On sait très bien que c'est les têtes de liste qui donnent la nature, qui donnent la couleur de la campagne. Et comme le souligne très bien Pascal Perrineau, a priori, quand on ajoute les scores, on arrive à 40% d'eurosceptiques, mais on ne sait même pas quelle sera la ligne des Républicains d'une part et du Parti Socialiste. Si on peut estimer que dans ces deux partis, il y en a peut-être la moitié qui sont eurosceptiques, on arrive à 50% d'eurosceptiques pour les élections européennes. Donc il est évident que les masses vont bouger et que c'est très difficile de commenter dès maintenant, à partir du moment où on ne sait pas, encore une fois, quelle sera la ligne directrice des deux grands partis traditionnels qui sont effondrés. Alors, les Républicains s'effondrent, enfin le Parti Socialiste ne fait pas un bond quantitatif énorme puisqu'il passe à 8%. Donc on voit bien que ces deux partis-là ne savent pas encore comment ils vont conduire leur campagne sur les européennes. Ils ne le sauront jamais d'ailleurs. Il y a des chances. Si c'est Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, qui dirige Socialiste et Virginie Calmel, c'est les Républicains, on a une petite idée quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Je me demande si on ne peut pas faire une hypothèse qui va tout nous faire bondir tous ceux qui nous regardent. Je me demande si on n'est pas en train de refermer la parenthèse républicaine. En réalité, qu'est-ce qui se passe en 1789 ? Il se passe que... Décidément. Oui, non, mais c'est très intéressant quand même. Qu'est-ce qui se passe en 1789 ? Il se passe en réalité que la substitution d'un mode de légitimité à un autre, la légitimité cesse d'être héritée, dynastique, divine, elle devient populaire, et dès lors qu'elle devient populaire, elle donne lieu à un affrontement dialectique qui voit se succéder la droite et la gauche dans quelque chose de tragique qui fait avancer l'histoire, les rares moments de répit étant des moments de concentration des centres, qui sont d'ailleurs des moments tout à fait paradoxaux. Il est clair que l'épisode bonapartiste, par exemple, les napoléoniens, est un épisode guerrier et expansif de la concentration des centres. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe ? Nous rentrons dans un système où, en réalité, la totalité des valeurs fondamentales ne sont presque plus critiquées par personne. Une dose raisonnable de libéralisme, une dose raisonnable d'européisme, et finalement l'égalité, une relative égalité des droits. Bref, l'interprétation de la société ne donne pas lieu à cette brisure qui a été la brisure des années 1780. Dès lors, il est assez logique qu'on en revienne à ce système monarchique où, en réalité, l'acte de gouverner est assuré de manière quasi administrative et magique par une personne centrale, soutenue par une masse assez importante de gens d'opinions variées, reproduisant exactement ce qui se passait dans la structure politique de la France de la fin de l'Ancien Régime. Je n'exclus pas que nous soyons, à la fin,
d'une période dialectique de notre histoire politique et qu'un grand nombre de choses à quoi nous assistons ne procèdent pas de cette idée. Pascal Perrineau, est-ce que le professeur à Sciences Po adhère à cette idée que finalement la droite et la gauche c'est fini, il y a une espèce de centre dominant qui s'installe durablement? L'idée de fin de cycle, je la partage. Et d'ailleurs, bien avant les observateurs modestes que nous sommes, les Français pensaient de même. Vous savez, en janvier 2017, j'avais, dans un sondage que l'on fait régulièrement à Sciences Po chaque année, posé la question, est-ce que les notions de droite et de gauche sont encore pertinentes pour comprendre les grands enjeux de la vie politique d'aujourd'hui? Eh bien, c'était 72% de Français qui répondaient non. Donc, les Français s'en étaient rendus compte avant que les observateurs et la classe politique prennent ça en compte. Et c'est un des éléments structurels fondamentaux de l'espace d'Emmanuel Macron qui s'est épanoui là-dedans. Parce que Emmanuel Macron, quelque part, ça signe la fin, je ne sais pas, c'est long à mourir, des clivages enracinés depuis 2 siècles dans la culture politique française. C'est très peu en même temps, 2 siècles. Voilà, 2 siècles, oui, voilà, donc c'est encore présent, ça travaille. Mais si vous voulez, ce sont des appartenances sans contenu. C'est-à-dire, de plus en plus, on se sent de gauche, on se sent de droite. Mais de plus en plus, ce sont des allégeances qui n'ont plus beaucoup de contenu. En revanche, les questions sur la place de la France dans l'Europe, sur la place de la France dans la mondialisation, sur le rapport au grand autre, ça, ce sont des questions que les Français ressentent comme telles dans leur vie quotidienne et auxquelles ils donnent du sens. Et vous allez voir de plus en plus dans les années qui viennent, là-dessus je suis assez d'accord avec Martin Chauffier, et vous allez voir pour cette raison ressurgir l'une des grandes questions qui était la question de l'Ancien Régime, qui est la question de l'enracinement régional. Et je pense que les questions fondamentales auxquelles on va être affronté dans les années qui viennent, c'est plutôt des questions de ce type. Et moi, il me semble que la nouveauté et la singularité de Macron, et c'est pour ça qu'il a réussi, c'est de ne pas avoir fait ni droite ni gauche, mais d'avoir fait droite et gauche. Parce que je pense que droite et gauche continuent à exister dans notre société. Simplement, il a réussi, d'une certaine manière, et tous les débats qu'on vient d'avoir nous font comprendre qu'il y a une sorte de synthèse habile de la droite et de la gauche, alors que tous ses prédécesseurs, y compris les centristes, disaient « moi, c'est ni droite ni gauche », ou même l'extrême droite, ou même l'extrême gauche. Alors que lui, synthétise les deux. Je ne sais pas si c'est une synthèse de la droite et de la gauche, ou une espèce de reconstruction de ce qui existait dans le tempérament politique français avant l'apparition de la droite et de la gauche, ce qui le rendrait tout à fait singulier. Et quand vous faisiez référence à ce qu'il avait dit dans le 1, c'est exactement de ça dont il est question. Donc on peut tout dire, sauf qu'il est ignorant des causes qui le déterminent. Un mot de conclusion là-dessus, Yves Tréhard? Écoutez, si on fait la synthèse, quel démiurge ce Macron. Peut-être qu'il est assez fort. Il est très fort. Alors il nous reste très peu de temps, mais ça tombe bien parce que le sujet dont nous souhaitions vous entretenir n'est peut-être plus pertinent. Nos confrères du Parisien évoquaient, parce que c'était un vrai projet, la possible réapparition d'une vignette automobile pour financer l'entretien des routes. Le gouvernement a dit qu'il n'y avait aucun projet dans les tiroirs. Alors, c'est exactement ce que disait Pascal Perrineau tout à l'heure. On lance quelque chose, puis si on voit qu'il y a une fronde, on fait non. Ouais, bon. Alors, est-ce que vous croyez au démenti gouvernemental, très brièvement, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle taxe qui va nous tomber dessus? Alors là, c'est plus du ressenti que de l'analyse scientifique, j'en conviens. Non, mais je crois que le gouvernement, Emmanuel Macron, se rend compte que le problème de la pression fiscale reste à gauche, à droite et au centre un vrai enjeu. Et qu'il ne s'agit pas, regardez les réactions extrêmement vives des Français vis-à-vis de la fiscalité locale. Ils ont vu tout à fait récemment leurs feuilles d'impôts locaux et ils en ont tiré la conséquence. Et rajouter dans ce contexte un élément qui accroîtrait la pression fiscale serait extrêmement malvenu. Il y a eu un petit ballon d'essai, on retire discrètement le ballon d'essai. C'est ça aussi faire de la politique. Bon, c'est la bonne nouvelle de la journée. Apparemment, nous avons échappé à un nouvel impôt. Ça n'est pas si fréquent, donc réjouissons-nous. Donc, réjouissons-nous. François Sureau, vous souhaitiez prendre quelques instants pour rendre hommage à un grand fonctionnaire français qui a aussi été un banquier, Claude-Pierre Brossolette. Voilà, et ce qui m'a paru Claude-Pierre Brossolette était le fils de Pierre Brossolette, dont vous savez qu'il s'est défenestré pour éviter de parler sous la torture. Et c'est un homme que, d'ailleurs, je n'ai pas connu. Mais qui fait partie de cette génération de hauts fonctionnaires qui ont en quelque sorte surplombé les gens de ma génération quand ils ont décidé de rentrer au service de l'État. Il y en avait quelques-uns comme ça que nous regardions de manière... voilà, il y avait lui, il y avait les frères Mangin qui étaient tous les deux compagnons de la Libération, il y avait des personnages tout à fait... Et alors ce qui m'a assez bouleversé avec Pierre Brossolette,
c'est la manière dont on a accueilli sa mort, et ça m'est apparu comme une sorte de réapparition de l'idéal bernanosien ou saint-exupéresque dans une France généralement technocratique. Pierre Brossolette était inspecteur des finances, qui avait été secrétaire général de l'Élysée sous Giscard, et ensuite président du Crédit Lyonnais. Enfin, il avait toutes les peaux d'âne possibles, il pouvait... Voilà. Et quand il est mort, il y a eu une foule de tweets, de remarques, de choses. Il y avait simplement mort de Claude Pierre Brossolette, plus jeune médaillé de la Résistance française, puisqu'il avait été arrêté par la Gestapo à la suite de l'arrestation de son père à l'âge de 14 ans. Et au fond, j'ai trouvé ça assez bouleversant et assez magnifique que cette vie paraisse sur la fin se trouver remplie par cet épisode d'un courage exceptionnel manifesté à l'âge de 14 ou 15 ans, et ça m'a donné à méditer. Son père lui-même étant... et Claude Pierre Brossolette était le père de notre consoeur Sylvie Pierre Brossolette, aujourd'hui membre du CSA. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous propose de retrouver dans quelques instants Jean-Christophe Buisson, mais pas tout seul, puisque vous avez, Jean-Christophe, interviewé Éric Zemmour sur un thème d'actualité, ce qui était Johnny Hallyday. Sur l'enterrement de Johnny Hallyday, sur tout ce qui s'est passé autour de l'enterrement de Johnny Hallyday, notamment les débats sur la polémique qu'il y a eu sur son côté fort peu laïque, selon certains, de ses obsèques. Voilà, retrouver populaires. Le point de vue, comme toujours, un peu clivant, en tout cas affirmé, d'Éric Zemmour sur ce sujet. Merci à tous, bonsoir.